Bonjour, Monsieur Vialet. Bonjour Carolina. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Très bien, merci. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter un peu de vos carrières? J'ai 56 ans, je travaille pour EDF, j'occupe le poste d'expert fellow pour le domaine risque sismique pour l'ensemble du groupe EDF. Voilà, donc j'ai démarré ma carrière au début des années 90. Puis j'ai rejoint, ou en tout cas j'ai eu l'opportunité et la chance de rejoindre la FPS à la fin des années 90. Donc à cette époque-là, j'ai d'abord commencé par participer à des groupes de travail, et puis de fil en aiguille, j'ai animé un groupe. Je suis passé par le SCST, j'ai même eu l'opportunité d'être président du CST pour une courte période, puis ensuite le conseil. J'ai été élu président de la FPS entre 2014 et 2018. Je pense que j'ai été le premier président de la FPS à n'avoir pas connu la création de l'association. Puis évidemment, je n'ai pas que le génie parasismique comme passion, j'ai d'autres passions, j'en citerai une qui se rapporte aussi un peu à la dynamique des structures et vibrations. Donc je suis musicien et trompettiste, alors amateur, mais c'est aussi une passion. Voilà. Donc maintenant, on va passer à parler un peu plus de votre carrière au sein de la FPS. Donc, avez-vous en tête un projet particulièrement remarquable qui a eu lieu pendant votre mandat? Et pour quelles raisons le qualifiez-vous de remarquable? Le projet le plus remarquable que je citerai pendant ma présidence a été la mise en application, la mise en œuvre opérationnelle de la cellule urgence. La première convention que l'AFPS a signée avec la DGSCGC, donc la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise du ministère de l'Intérieur, ça a été fin 2014. Et donc c'est depuis cette date que l'AFPS maintenant est dans la boucle de la gestion de crise et donc se rend disponible pour accompagner les pouvoirs publics en cas de crise. On a édité les procédures de mise en œuvre de la cellule urgence. On a lancé toutes les formations, évidemment, donc ça a été une grosse organisation. La cellule urgence et le dispositif urgence, ça a été une nouvelle dimension qui s'est ouverte pour l'AFPS. J'aimerais aussi évoquer, ça a été ce que j'appellerais la relance des missions post-sismiques. Une belle équipe qui s'est associée pour relancer, redynamiser les missions post-sismiques. Ça a donné lieu au dispositif et à la note d'organisation qui est toujours d'application. Dans la foulée, on a lancé la mission Amatrice, puis la mission à Mexico et enfin Lombok. Voilà. Oui, oui. J'ai eu l'occasion de participer à la mission à Lombok en 2018. Ouais, c'est une vraie richesse et une expérience à vivre. Toujours dans les contextes de votre carrière, en vous laissant choisir un pays dans lequel vous êtes intervenu, quel a été votre ressenti sur la perception du risque sismique et du dimensionnement parasismique dans ces pays? J'ai envie de prendre l'exemple du Japon, parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer, dans ma carrière professionnelle et dans le cadre de l'AFPS, d'aller plusieurs fois au Japon. J'ai d'ailleurs eu la chance de participer à la mission post-sismique de 2007 suite au séisme de Tsuetsuoki. Et à cette occasion, j'avais eu en plus la chance d'aller dans la même zone épicentrale 3 ans plus tôt, suite à un séisme qui avait eu lieu dans la même zone. Et donc ça a donné lieu en 2007, évidemment, à la première mission post-sismique qui a pu retourner sur le site d'un épicentre qui avait eu lieu quelques années plus tôt et donc qui a tiré le REX aussi de la reconstruction après un événement majeur. Ce qui m'a frappé dans le panorama japonais, c'est en particulier leur réactivité et leur capacité à s'organiser post-crise, donc en mettant les ressources, qu'elles soient humaines, d'organisation pour rétablir les communications, qu'elles soient les infrastructures routières, la communication. Et j'ai vraiment ressenti cette culture de la réactivité et puis cette conscience ultime qui est d'être prêt à vivre et à réagir face à un tel événement pour que justement les secours ensuite puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Donc cette réactivité et culture de la réaction, action-réaction face à un événement, ça m'avait vraiment marqué au Japon. On passe en question un peu plus sur vos avis du côté du génie parasismique. Pouvez-vous citer une évolution majeure en génie parasismique que vous avez observée au cours de votre carrière? J'ai envie de citer les approches et la culture du risque. Et donc le risque au sens où on convolue l'aléa, la robustesse ou la vulnérabilité des ouvrages et les enjeux. Je suis convaincu que c'est une approche qui est la seule à nous donner la capacité ensuite de mettre en place les bonnes méthodes de prévention, de hiérarchiser plusieurs sources de risques et les unes par rapport aux autres,
et ensuite de donner l'opportunité au pouvoir public de mettre en œuvre les meilleures politiques de prévention. L'intérêt de développer ces approches de risque, c'est que ça met autour de la table l'ensemble des parties prenantes, les sismologues, les ingénieurs, les sociologues. Donc la FPS, évidemment, a largement contribué au développement de ces approches. Je citerai également un cahier spécial de la FPS qui a dû sortir en 1999, écrit par Gabor Citrom, et qui reste toujours d'actualité. Et je t'invite en particulier à aller le lire si ça t'intéresse. Voilà. Merci, merci. Je note. J'ai une petite image pour vous qui vous évoque cette photo. Bien, merci. Alors, cette photo, donc la centrale nucléaire de Cruas. Première centrale au monde conçue sur appui parasismique. Donc la conception date de la fin des années 70. Depuis, alors cette conception est une conception française sur un dispositif d'appui parasismique de technologie française qui a depuis été exporté une fois en Afrique du Sud. Donc je dirais qu'il faut être fier de cette réalisation industrielle à la pointe de la technologie et du génie parasismique. À la fin des années 70, l'aléa sismique qui était envisagé, prévu, prédit pour la centrale nucléaire, prédisait l'occurrence de séismes qu'on appelait des séismes proches, donc des séismes de magnitude modérée, mais pouvant survenir à proximité de l'installation. Donc pour cette raison, la centrale avait été conçue sur appui parasismique. Et il se trouve qu'en 2019, le 11 novembre 2019, donc 40 ans après la conception de l'installation, la centrale a ressenti un séisme proche, donc de magnitude modérée, magnitude 5, à une douzaine de kilomètres de l'installation. Finalement, le dernier morceau d'expérience qui manquait vis-à-vis de la conception d'une installation nucléaire sur appui parasismique, c'était le ressentir un véritable séisme, donc ce qui a été le cas en novembre 2019. C'était le séisme de Teil, c'est ça? Le séisme du Teil, tout à fait. Pouvez-vous nous raconter une anecdote ou un fait marquant de votre carrière ou de votre expérience au sein de la FES? Pendant ma carrière, j'ai eu l'opportunité et la chance de partir en expatriation pendant 3 ans, en famille, en Chine. Et j'ai vécu ça comme une expérience extraordinaire, sur le plan technique, sur le plan familial et sur le plan culturel. Ça ouvre les chakras, ça ouvre sur d'autres façons de penser, d'autres façons de voir les choses. Ça ne m'a pas empêché de piloter un groupe de travail de la FPS. On s'organisait pour que ce soit l'après-midi en France. Moi, ça me faisait une soirée un peu longue en Chine, mais on avait déjà des outils de communication à distance. Et on a très bien fonctionné dans ce contexte-là. Ça ne nous a pas empêché de sortir le guide qui a dû être publié dans les années 2010-2011. Pouvez-vous partager une idée d'amélioration des normes pratiques des dimensions parasismiques? C'est développer ce que j'appelle des approches graduées ou d'approches graduées proportionnées aux enjeux. C'est-à-dire être capable d'avoir ce que de temps en temps j'appelle le couteau suisse, c'est-à-dire d'avoir à disposition une panoplie de méthodes qui nous permettent d'utiliser la bonne méthode ou le bon outil au bon contexte. Ça permet de nous assurer que finalement on met en œuvre les méthodes nécessaires et suffisantes et qu'on l'adapte au contexte. Ça peut être des contextes de faible sismicité, de plus forte sismicité. Et par exemple, ce que l'AFPS aussi pourrait continuer à rédiger et à développer des méthodes qui soient suffisamment simples, comprises, pour qu'elles soient appliquées in fine. Pour que dans les zones, en particulier les zones de faible sismicité, on dispose de méthodes simples, comprises par tous les acteurs. Et donc, si elles sont simples, comprises, applicables, elles seront appliquées. Quel serait votre conseil ou message aux jeunes débutant une carrière dans les domaines sismiques? Pour répondre à cette question, j'essaye de me projeter quand moi j'ai intégré la FPS, donc à la fin des années 90. La FPS me faisait briller les yeux. C'était the place to be, l'endroit où on créait, où on construisait, on façonnait le génie parasismique. Quand on est jeune et qu'on a l'occasion de rejoindre la FPS, il faut se dépenser à fond, il faut être créatif, il faut être à l'écoute, il faut être prêt à défendre ses points de vue, mais aussi à écouter ceux des autres. Et finalement, quel est votre message au colloque qui aura lieu aux Antilles? Je souhaite la pleine réussite à ce colloque. Je souhaite le plus grand plaisir à tous les participants et toutes les participantes du colloque. Et je trouve que le slogan du colloque qui met en perspective le risque sismique dans une approche multirisque, c'est parfaitement la direction à suivre pour que justement l'AFPS, contributrice du risque sismique,
puisse aussi fournir au pouvoir public un moyen d'apprécier le risque sismique au regard des autres risques, qu'ils soient d'origine naturelle ou autre. Merci, Monsieur Biapé. Merci, Carolina.